Hey, salut tout le monde, bienvenue au Trio économique. C'est votre moment High QE ou Q-High de la semaine. Ça veut dire que c'est moi qui passe pour le crétin de la gang avec un gars qui a une maîtrise puis un autre qui a un PhD. Fait que, Non, mais tu passes pas pour le plus cave de la gang. Tu l'es. C'est ce qui est pas fin. hey man, je me suis organisé pour peut-être 3500, 4000, même des fois 5000 personnes qui regardent ce que tu as à dire. Si tu trouves le moyen de m'envoyer promener, c'est fantastique. Mais c'est ma définition de l'amour. Hey, Parce tu penses vraiment que si c'était juste par toi-même, il y aurait 5000 personnes qui t'écouteraient? Sérieux? Hey, si par moi-même, j'avais la difficulté à avoir mes 30 étudiants à m'écouter. Au moins, il faut lui donner. Geloso, il a une bonne capacité d'autodérision. Mais pour vrai, il faut que les auditeurs comprennent. J'insulte uniquement les gens que j'aime. Je méprise les gens que je méprise. Et le reste, je les ignore. Ouais, l'ignorance, dans certains cas, c'est pas mal ce qu'il y a de mieux, je pense. Ouais, yes. Ouais, fait que, mais, on se troll entre nous autres, mais aussi, des fois, ça arrive qu'on troll Québec solidaire. Ça, c'est le fun. ça peut toujours être drôle. Chose que j'ai fait hier. Puis là, je sais que c'est intemporel, mais c'est pas grave. Vous allez rire. On est la journée hier que Québec solidaire annonce qu'ils veulent, outre les repas végétaliens, où est-ce que Frank a encore passé pour un mangeur de steak incroyable, masculiniste, puis tout ce que vous voulez. Non, elle assume tellement en plus, ça me semble. Je m'en calisse tellement. Non, l'annonce de Québec solidaire on va aller chercher 2,65 milliards de plus en taxant le 5 % des plus riches. 95 % des gens n'auront pas d'hausse d'impôt. Je ne change rien pour vous, mais on va chercher 2,65 milliards chez les gens qui ne font pas leur juste part. Vous voyez le genre, là. Si ça, c'est pas du populisme, je sais pas c'est quoi. Là. Honnêtement, là, je sais pas c'est quoi. Parce que, vous l'aurez jamais, votre 2,65 milliards. Parce que c'est toujours la même chose. Hein. Québec solidaire, c'est on pense que les comportements des gens restent fixes dans le temps. Donc, on prend tous les payeurs de taxes. Il y en a tant dans cette catégorie-là. Dépasse tel montant, on applique tel taux. Voici l'argent qu'on a de plus. Magie, ça rentre. Merci, bonsoir. T'sais. Tout le monde comprend que c'est pas ça. Les gens ajustent leur comportement. Fait que je suis allé les troller, puis je fais attention quand je troll parce que il y a une fois, j'ai pas été fin en trollant, puis je me suis fait barrer de TVA Nouvelles, puis là, je suis déçu. J'aimerais ça avoir accès à cette page-là. Fait que là, maintenant, je suis prudent dans mon trolling. Tu sais, je veux être gentil quand même, mais dire tout ce que j'ai à dire dans la phrase la plus courte possible. Fait que j'ai simplement posé comme question aux gens de QS, c'est quoi le plus gros chiffre entre 50 % de 500 000 et 60 % de zéro? Et c'est ça. Ouais, ça voulait dire beaucoup de choses. J'attends toujours une réponse, hein, by the way, à cette question-là. Ouais. Je le partage à l'écran pour que les gens puissent voir ta prose. C'était fantastique. Il y a eu beaucoup de commentaires assez particuliers. Hein. T'en as retenu quelques-uns, je pense. Là. Entre autres, là, Vincent, il m'envoyait des affaires. Là, tu pourrais lui envoyer telle étude puis telle affaire. Mais j'étais là, hey, Vincent, attends un peu, demande-en pas trop. Là. On va garder ça pour le monde du trio économique. Fait que ça c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Les meilleurs. Ceux-là qui vont comprendre ce qu'on dit. Oui, parce que le post initial de QS, c'est il faut que le 5 % plus fortuné, regarde, je peux même vous le partager à l'écran, c'est super beau, là, visuellement, puis tout, là, je te dis qu'ils font tout qu'un travail. Il faut que le 5 % le plus fortuné fasse sa part, sous-entendu, il ne la fait pas, pour faire face aux crises actuelles aux crises auxquelles le Québec est confronté. Demandons aux millionnaires d'en faire plus. C'est drôle parce qu'avant, c'était les milliardaires. Là, on est rendu aux millionnaires. D'en faire plus. Appuyer notre proposition. Et là, la proposition, c'était ça. Là. C'était si tu as des actifs de plus d'1 million de dollars, tu devrais avoir... ben là, bref, on part sur toute une lancée. Une wealth tax, là, grosso modo. J'ai même pas vu les paramètres parce que, je veux dire, il n'y a rien à faire qu'eux autres. Là. C'est tout le temps le même principe. Ils veulent toujours taxer le patrimoine, puis ils veulent taxer les gros revenus. Juste comme ça, by the way. Ouais, ça, c'était drôle aussi. Il y a quelqu'un qui m'insultait et disait comme s'il était taxé à 50 %. Juste vous dire, le taux d'impôt combiné dépassé 200 quelques mille dollars, là, je pense que c'est 230 000, c'est 53,4 %. Fait que, dire juste comme ça. Là. On les taxe à plus que 50 % déjà. Mais comment ça se fait qu'il n'y a jamais de... Tu
sais, quand un politicien arrive et dit, politicien ou intellectuel ou personne qui écrit une étude ou peu importe, puis qui arrive et dit, écoute, moi, je pense qu'on devrait faire des baisses d'impôts. Et là, il faut que tu amènes des justificatifs. By the way, c'est jamais le temps. Hein. J'ai jamais vu de ma vie un article avec des commentateurs de politique ou whatever, ou des clubs des ex ou whatever, qui disent ouais, je pense que c'est un bon moment pour baisser les impôts. C'est jamais le bon moment. C'est parce qu'il y a de l'incertitude, il y a ci, il y a ça, donc c'est jamais un bon moment. Et là, il faut vraiment que tu aies des justifications très poussées pour expliquer pourquoi ce serait bon de le baisser. Par contre, quand c'est pour proposer des hausses de taxes, des hausses de tarifs, là, il n'y a aucune justification à donner, mis à part les concepts vaseux comme la juste part, le juste si, puis là, à un moment donné, tu as juste envie de dire, tu te dis, ouais, mais à un moment donné, on pompe de plus en plus d'argent dans le système, on pompe. Tu as l'impression qu'il n'y a jamais rien qui a l'air à fonctionner mieux plus qu'on pompe, mais il n'y a pas de justification à donner. Moi, dans le fond, ce que je veux, là, c'est, tu vas m'expliquer pourquoi, si je te donne 5 milliards de plus par année, ça va aller mieux. Tant que je n'ai pas de justification noir sur blanc de ça, tu n'auras pas de sacrement de scène, c'est clair? Ce qui m'a honnêtement surpris, c'est qu'il y a de leurs partisans qui n'étaient pas d'accord avec la proposition, qui disaient ouais, mais là, attendez, là, on travaille fort, puis on veut augmenter notre. J'ai vu quelques commentaires comme ça qui étaient clairement des commentaires de gens solidaires. Là. On travaille fort, on veut améliorer notre sort, puis là, vous êtes comme en train de nous enlever la motivation d'essayer de faire mieux, de sortir la tête de l'eau. Parce qu'il y a des gens qui ont quand même une tête sur les épaules qui votent pour Québec solidaire, là, on va le dire. Là. Puis ils disent ouais, mais il me semble que c'est démotivant ce que vous dites. Parce qu'eux autres, il y a une partie de leurs membres, je pense, qui sont jaloux. Fait qu'ils disent ah, ils sont agressifs, puis là, il faut les taxer plus, puis ils font pas le juste à part. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens qui disent ouais, mais c'est parce que moi, mon but dans la vie, c'est de me rendre là. Puis ils votent solidaire, là, c'est un peu louche, mais regarde, un jour, ils comprendront. Mais ils disent moi, je veux y aller, là. J'aimerais ça me ramasser dans les gens les plus taxés. C'est un objectif, pas. Tu sais, il y a des commentaires aussi bien niaiseux que tu lis, c'est ouais, on voit que quelqu'un aurait besoin de 10 000 $ par mois pour vivre. C'est pas un besoin. De quoi tu parles? De quoi tu parles? Non, mais il y a tellement d'affaires à départager là-dedans. Premièrement, il faut souligner que le seuil de démarcation pour le top 10%, mettons, qui est environ, si je ne me trompe pas, un peu en bas de 100 000 $ au Québec, là. Là, c'est pour les ménages, là, je ne sais pas par personne, mais il y a beaucoup de gens qui se disent qu'ils tapent sur le top 1%, mais ils ne savent pas qu'ils sont probablement très proches de l'être ou le sont tout simplement. Parce que le top 1% par personne, je sais que c'est 211 000 l'année passée. Juste comme ça, il y a beaucoup de gens, on dit une valeur nette supérieure à $1 million, voudraient taxer ça, blablabla. Il y a beaucoup de gens que la valeur de leur fonds de pension dans la fonction publique est en haut d'1 million. Moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de ces gens-là, avant que tu continues, Vincent, qui s'attaquent dans leur tête à des gens qui n'existent pas. Tu sais, quand tu les écoutes parler, on dirait que pour eux, le 1% ou la partie la plus privilégiée, les 5% plus privilégiés de la population, c'est un monsieur avec un chapeau melon, une mallette en cuir remplie d'argent, qui détient de l'argent dans des paradis fiscaux, puis qui se paye des voyages dans l'espace. Là, tu te dis, ouais, mais ça, là, c'est. Il y a quoi? Là? Il y a 100 personnes comme ça sur toute la Terre. Je dis un chiffre n'importe quoi, là, mais c'est pas représentatif de la réalité. Là, dans le sens que ça ne représente pas une classe au Québec de gens nombreux sur lesquels tu peux faire pression pour leur soutirer de l'argent. Comme tu disais, le 1%, bien du monde s'attaque à ça, ben, en réalité, ils sont dedans. Ouais, et si tu es médecin ou professeur d'université au Québec, tu es dans le 1%. Oui, ceux qui sont vocaux sur le sujet, ceux qui s'expriment le plus, ne savent pas à quel point ils en font partie. Deuxièmement, il y a toujours la question du 1% de quoi? La corrélation entre le revenu dans une année et la consommation n'est pas super puissante. Il y en a une, là, naturellement, mais tu as plein de gens qui ont, toutes les personnes retraitées, par exemple, ont zéro revenu ou très peu de revenus, mais ils ont une richesse accumulée qui fait qu'ils ont une consommation super élevée. Il y a des étudiants qui ont zéro revenu, mais qui ont aussi une consommation très élevée. Fait qu'il faut que tu saches aussi dans l'entièreté d'une vie d'une personne où est-ce qu'elle est sur son chemin de ce qu'on appelle la consommation permanente, où est-ce qu'elle est sur ce chemin-là.
Puis des fois, le revenu va juste rien dire là-dessus. Par exemple, quand tu vends ta maison une année, tu pourrais te retrouver dans le 1% pour une année parce que tu as un gain de capital en fonds propres, parce que tu as vendu ta maison, mais tu ne le sais pas que tu viens de tomber dans le 1% juste pour cette année-là parce que tu as liquidé un actif que tu avais. Le revenu est vraiment une variable super trompeuse. Donc, tu sais, mettons tout ça de côté. Il y a vraiment un problème encore plus fondamental dans ce qui souligne, au-delà de savoir si les riches ont vraiment volé quelque chose. La question, c'est juste, on va y aller sur leur terrain à eux. Là. Ils veulent accomplir des dépenses sociales X ou Y. Parfait, vous voulez accomplir X ou Y. Ce qu'on sait, c'est que quand tu augmentes les impôts, on a quelque chose qui s'appelle the elasticity of taxable income. Puis on sait quand est-ce que tu augmentes les taux, comment les gens répondent à ces augmentations de taux-là et quelle proportion, si tu as augmenté les revenus, les taux de 1%, est-ce que tes revenus vont vraiment augmenter de 1%? La réponse, c'est non. En fait, on trouve généralement que sur les revenus les plus élevés, pour une augmentation de taxes de 1%, puis ça, c'est au niveau international. C'est encore plus important quand tu regardes à l'intérieur de pays, parce que tu as beaucoup plus de mobilité légalement à l'intérieur des pays. Au niveau international, quand tu augmentes le taux d'imposition de 1% sur les plus riches, tu vas te retrouver quelque part entre 0,2 et 0,4% d'augmentation des revenus de ce groupe-là, pas des revenus totaux, de ce groupe-là. Fait que là, tu le pondères au fait que c'est, disons, 10% du revenu ou 25 ou 30% du revenu de la population. Bien, c'est une fraction vraiment infime d'augmentation de revenus que tu vas avoir pour l'État qui vient des plus riches. Donc, il y a ça. C'est quand même important. Quand tu regardes des études qui utilisent vraiment des sous-nationaux, donc du fait qu'à l'intérieur du Canada, tu peux te déplacer entre provinces, bien, puis tu peux le voir pour les États-Unis aussi, là, l'élasticité est beaucoup plus proche de faire qu'une augmentation de 1% te donne, surtout pour des grosses hausses, te donne à peine 0,3 d'augmentation de revenus. C'est vraiment un manque de connaissances de la littérature économique. Puis juste pour souligner quelque chose, là, pour les gens qui ne sont pas convaincus, le chiffre le plus haut de cette catégorie-là que je viens de mentionner, c'est fait par Emmanuel Saez, qui est un économiste qui écrit avec Thomas Piketty, puis qui dit des choses déjà parlé, Oui, puis que je pense qu'il est très sloppy en général. Puis lui, il trouve tout le temps les élasticités les plus élevées de la profession, mais peu importe comment tu les regardes, même les plus élevés, là, ceux que l'État collecte le plus de revenus, c'est quand même pas énorme, en fait. C'est beaucoup plus bas en général. Donc, les gens de QS sont vraiment... c'est tuer la poule aux œufs d'or. Je vais vous lire un article. Je vais l'amener du bon côté. C'est la presse. Des riches ont évité l'impôt de Trudeau. 2015, Justin Trudeau promet d'augmenter l'impôt de 4 %, chose qui a été faite. Là. C'est pour ça qu'on paye 53,3 % au Québec. Avant ça, c'était 49,97 seulement. Fait que c'est les riches qui payaient ça. Les Canadiens de la classe de 1 % des plus riches ont vu leur revenu accroître de 13,5 % en 2015. Parce que je pense que ça a commencé en 2016, cette affaire-là. Et les très riches, 0,01 % de 35,2 %. Une des explications qui est fournie, c'est que la hausse avait lieu le 1er janvier 2016. Donc, ce que les gens ont fait, donc il y avait de l'argent dans des compagnies, ils savaient qu'éventuellement, il allait avoir cet impôt-là à payer, qui était supplémentaire de 4 % l'année d'après. Donc, naturellement, leurs revenus, eux, dépassaient toujours le 200 000 probablement. Fait qu'ils se disaient, écoute, si j'ai de l'argent qui traîne dans la compagnie, je suis mieux de la sortir tout de suite en 2015 versus en 2016, parce qu'en 2016, j'ai 4 % de plus. Fait qu'ils se sont versés des très gros dividendes en 2015, qui a augmenté leurs revenus énormément en 2015, en sachant qu'en 2016, il y avait cette hausse-là qui s'en venait. En moyenne, les riches, ceux-là du 1 %, ont économisé environ 71 000 $ en impôts en se versant un dividende prématuré en 2015 de leur côté. Parce que c'est ça que les gens oublient souvent. Les riches contrôlent leurs revenus. Souvent, ils sont incorporés, il y a une entreprise, ils peuvent se verser un bonus, des choses comme ça. Moi, je l'ai fait moi-même avec des clients à l'époque. Dans ces années-là, j'avais des gens qui voulaient prendre des cotisations réelles et que leur revenu de travail dépassait les 200 000. Ce que je leur ai dit, j'ai dit, écoute, on peut les prendre tout de suite REER, mais utilise ta déduction non pas cette année, utilise ta déduction en 2016, utilise-la pas en 2015.
Parce qu'en 2015, tu vas économiser 49,97 puis en 2016, tu vas économiser 53,3 %. Ce qui est drôle, c'est que la presse parle d'évitement fiscal. C'est pas de l'évitement, c'est pas de l'évitement fiscal, c'est de la planification, tabarnak. Mais ouais, c'est intelligent. Je m'excuse, c'est fâchant. Puis non seulement ça, mais ils ne mettraient jamais ce titre-là pour une personne qui choisit comment allouer entre le CELI et le REER. Exactement. Parce que c'est la même chose. Puis ça, il faut vraiment l'expliquer au monde, parce que ça me fâche. Mais mettons que tu es une personne médiane. Okay? La personne médiane au Québec, elle n'a pas une fortune à mettre en épargne, elle a un montant qui est probablement, disons, 5 000 par année. Mettons un chiffre, 5 000, c'est le montant maximum que tu peux mettre de côté. Qu'est-ce que tu choisis d'investir? Est-ce que tu choisis le REER ou est-ce que tu choisis le CELI? Est-ce que tu préfères les intérêts? Je vais dire ce que le conseiller va dire. Un bon conseiller va dire, OK, tu gagnes combien? Réponse, je gagne 45 000. CELI. Réponse, je gagne 75 000. OK, deuxième question. Où est-ce que s'en va ta carrière? Est-ce que tes revenus vont... Comment tu vois tes revenus dans 5 ans? Ah, ben écoute, je suis étudiant en médecine, je suis résident, je gagne 75 000, mais dans 3 ans, je vais gagner 300 000 par année. OK, CELI. Pourquoi CELI? Ben, j'aurai mon retour d'impôt. Ouais, mais tu vas avoir un meilleur retour d'impôt dans 3 ans. Donc, on va mettre ton argent à CELI, puis dans 3 ans, on va virer l'argent du CELI dans le REER, puis tu vas avoir un meilleur retour d'impôt. Ouais. Même question en 2015. Attends un peu, pas REER tout de suite. Tu as un gros taux d'impôt à payer en 2016. On va garder tes droits REER pour 2016 parce qu'on vient d'élire un clown à la tête du pays. Tu sais, c'est des affaires qu'on fait avec les clients. Là. Oui, mais la personne médiane, là, si tu lui dis l'année prochaine, les impôts vont augmenter, ben, c'est mieux maintenant de mettre tout ton argent dans quelque chose qui est taxe, que les intérêts vont être tax-free, que quelque chose que tu réduis tes impôts maintenant. Parce que ce que tu veux, c'est que ton revenu futur soit moins taxé. Fait que si, mettons, demain matin, tu donnes à une personne, voici un choix, vous mettez le 5 000 dans un REER ou le 5 000 dans un CELI, puis c'est la personne médiane, donc elle a le revenu médian, puis tu lui dis, OK, tu fais, peu importe le choix que tu fais, maintenant, je te donne une nouvelle information, demain matin, le gouvernement va doubler le taux de taxation auquel toi, tu as gagné ton dernier dollar. Est-ce que tu fais toujours le même choix? Non, il y a des bonnes chances que la personne se déplace davantage vers le CELI parce qu'elle veut lock-in le plus bas taux d'impôt sur un actif qui n'est plus taxé et qui ne sera pas taxé en l'année. Fait que l'évitement fiscal dont la presse parle, tout le monde le fait. La personne la plus pauvre le fait au Québec. Et ça va se faire de plusieurs façons. Demain matin, je suis élu demain matin, OK? Puis je dis, les 3 derniers paliers d'impôt disparaissent. Donc, un genre de presque flat tax, mettons. Tu enlèves les 3 derniers paliers d'impôt. Ça réduit énormément les impôts à ce moment-là. Bon, OK. Puis en même temps, j'ai gardé ma job de conseiller puis j'ai des clients. Je leur dis, mais que je perde mes élections, là, vous pouvez penser que quelqu'un va les remettre, ces paliers d'impôts-là. Ma suggestion, c'est de sortir une grosse partie de vos REER tout de suite, tandis que vous êtes capable de vous faire taxer sur vos REER à seulement 37 % ou 38 %. Vous devriez les sortir tout de suite. Vous avez économisé 50 % à l'époque. Là, tu vas payer 37 %. Paye-les là ton impôt. Tu vas économiser 13 % Tu vas être content. Puis tu placeras ton argent ailleurs. Puis là, encore là, ça va dépendre de l'âge. Des affaires de même. Mais on est vraiment dans ce type de situation-là. Si tu modifies le régime fiscal, naturellement, les gens vont, avant de modifier leur comportement de travail, leurs adresses, ils vont regarder au niveau des régimes fiscaux en premier parce que c'est ce qui est le plus facile. C'est une décision REER, CELI, qu'est-ce que je fais, des choses comme ça. Tu t'assieds qu'un comptable, tu t'assieds qu'un conseiller. C'est 3-4 heures de travail. Pas super coûteux. Moi, Vincent, je suis sûr que tu connais l'histoire aussi. Là. Mon exemple préféré de toute cette affaire-là, c'est en 1696. On remonte loin. OK. Allez comprendre. En 1696, il y a un roi en Angleterre. Il se dit, hey, les riches, là, ils ont beaucoup, beaucoup de fenêtres sur leur maison. Les maisons sont vitrées partout. Ce qu'on va faire pour les faire payer, pour contribuer à l'effort de guerre, c'est qu'on va mettre un impôt sur le nombre de fenêtres que vous avez sur vos bâtiments. Et qu'est-ce que les gens ont fait? Puis là, je simplifie beaucoup l'histoire là, parce que c'est pas le temps de rentrer dans les détails. Là. C'est pas le temps, là. Puis, qu'est-ce que les gens ont fait? Ils ont bricolé le fucking fenêtre et ils les ont enlevés. C'est sûr. Si vous voulez voir à quoi ça ressemble, aujourd'hui, quand vous vous promenez dans Londres et dans à peu près n'importe quelle ville américaine, anglaise, les bâtiments ressemblent à ça. Là. Aïe, aïe, man.
Ça s'appelle Up Your Ass, Asshole. Aïe, aïe. C'est ça la raison? Ben oui, c'est ça. Ça, c'est dans peu importe le quartier où tu vas, riche, pauvre, j'en ai vu partout. J'en ai vu dans des petits quartiers qui avaient de l'air à des anciens quartiers ouvriers. J'en ai vu dans des places, genre dans Westminster, où tu es vraiment l'aristocratie anglaise qui vit là, si on peut dire. Là. Et partout à Londres, tu as des bâtiments de même où il n'y a plus de fenêtres et plus de portes dans certains endroits, parce que je pense qu'à un moment donné, ça s'est appliqué sur les portes aussi. Là. On a une preuve historique que les gens ajustent leur comportement en fonction de la fiscalité et ce n'est pas nouveau. Non, mais ça, c'était de l'évasion fiscale, messieurs. Ces gens-là, là, ils faisaient de l'évasion fiscale. Le roi, il a le droit d'avoir cet argent-là. Là. Il fallait combattre les Français. C'est quoi ce manque de générosité-là à l'égard de votre nation? Vous êtes vraiment tous des maudits libertariens débiles. Vous pensez que les gens ne peuvent rien avoir à leur communauté. Quand le roi te demande de l'or, tu devrais lui donner sans poser de questions. Mais le pire, c'est qu'appliqué dans le système monarchique de l'époque, on dit hey, ça n'a pas de bon sens, nanana. Tu te dis crime. Ils voulaient. Puis là, c'était pas une question de riches qui ne veulent pas redistribuer leur richesse. À cette époque-là, c'était un riche qu'il fallait qu'il redonne à un autre riche. On le voit comme ça parce que le roi, l'opulence, ainsi de suite. C'est un peu de même encore avec l'État aujourd'hui. L'État n'est pas un très bon utilisateur des ressources qu'on lui envoie. Là. C'est juste que ça ne va pas dans la cagnotte personnelle d'une seule personne, mais ça va dans le régop de plusieurs personnes, puis ça va ça va dans plusieurs salaires qui seraient quand même assez inutiles, puis ça va dans des services d'amende qui nous sont octroyés. Oui, puis dans les deux cas, ça va dans les mains de quelqu'un ou d'une entité qui joue avec ça pour décider des gagnants et des perdants. Fitz. C'est aussi simple que ça. Fitz qui donne. Et moi, quand j'étais allé à Londres, je la connaissais, cette histoire-là. Mais je pensais pas que c'était autant que ça. Dans le sens que c'est impossible de marcher quelque part et de ne pas voir au moins un bâtiment avec des fenêtres condamnées dedans. C'est partout, là. Et ça n'a pas été corrigé après, c'est ça qui m'épate le plus. Ben non, ça a duré jusqu'en 1851, quelque chose comme ça. Il faudra vérifier les détails. Là. Et ça avait été essayé en France aussi. Entre autres, en France, ils avaient fait ça, eux autres, vraiment avec les portes. Fait que là, tu avais des bâtiments, mettons, tu avais une porte sur le côté, une porte en arrière, puis un autre. Ils condamnaient toutes les portes sauf la porte d'entrée. Là, ça a causé même, je lisais un truc là-dessus qui était surréaliste, là, ça a causé des problèmes, même genre du monde qui creuve à cause d'incendies, parce qu'ils avaient condamné toutes les portes pour payer moins d'impôts. Mais là, tu te dis, à un moment donné, il me semble que juste cet exemple-là devrait te dire tout ce que tu as à savoir. Là, mais en fait, c'est juste qu'en 2022, on est plus sophistiqué. Par exemple, pour les impôts fonciers, maintenant, l'évaluateur va rentrer dans la maison, va prendre des photos, va dire « Ah, tu as choisi du stucco ici, alors allons-y avec un mur de stucco et comptoir en granit. » On est juste plus sophistiqué qu'à l'époque. Mais c'est le même principe un peu. J'ai déjà vu dans des maisons où je me suis déjà fait suggérer, je ne sais pas si c'est un mythe, une légende ou si c'était vrai, mais si tu avais une maison avec un sous-sol non fini versus un sous-sol fini, c'était pas le même taxe foncière qui était à payer, évidemment, parce que la valeur de la maison était différente. Fait qu'il y a des maisons, tu rentrais dans une pièce puis le plafond n'était pas fait. Là, tu te dis, pourquoi tu ne finis pas ton plafond? Ah, c'est parce que si je le finis, ça va être considéré comme un sous-sol fini. Il va y avoir 15-20 000 $ de plus sur la valeur de la maison, puis éventuellement, j'ai plus de taxes foncières à payer. Des affaires de même. Tu sais, là, tu dis, les gens adaptent leur comportement pour essayer d'éviter toutes les petites taxes qu'ils peuvent. Mais le riche, lui, il n'a pas les moyens de se payer un fiscaliste. Il n'a pas les moyens de jouer avec son salaire, son dividende dans son entreprise. Il n'a pas le moyen de changer de province. Il n'a pas le moyen de s'acheter une maison ailleurs. Vous êtes drôle. Vous êtes vraiment drôle. Mais imagine la scène, pareil. La personne apprend l'existence de cette nouvelle taxe-là. Elle arrive avec sa brouette pleine de briques, puis elle commence à briquer les fenêtres de la maison. Je pense pas qu'ils avaient prévu le coup, sincèrement, quand ils ont pensé à cette taxe-là. Mais c'est ça l'affaire aussi. C'est ce que les auteurs intelligents rappellent aussi. Là. Peu importe, mettons que tu prends
20 personnes qui ont 150 de quotient intellectuel, tu les mets autour d'une table, tu lui dis, ah ouais, planifiez-nous ça, l'économie, puis tout, là, arrangez ça comme vous voulez. Là. Ça ne sera jamais aussi performant que même si tu as 1 milliard de personnes qui ne sont pas très intelligentes. Parce que la multiplicité des interactions est tellement complexe versus le planificateur du politburo. Il a beau être super intelligent, il ne sera jamais capable de prévoir C'est même pas une question d'intelligence, c'est une question je dépense mon argent. Versus je décide comment les autres vont dépenser leur argent. Non, mais ce que je voulais dire avec l'exemple... Non, mais ce que Frank fait, c'est qu'il y a deux arguments contre la planification économique. Le premier, c'est que tu présumes de la bonne intention des acteurs gouvernementaux, puis tu te poses la question... ils vont être bien intentionnés, ils vont avoir les mêmes... qu'il n'y a pas de problème d'incitation. Est-ce que ils sont capables de collecter de l'information nécessaire pour faire ça? Puis le point que quelqu'un comme Hayek faisait, c'est que non, tu ne peux pas, juste sur la prémisse de ça, parce qu'il y a plein d'informations qui ne sont pas accessibles, hormis que si tu participes à l'activité économique directement puis que tu découvres de l'information. Mais après ça, tu peux ajouter une couche de plus puis dire, mais il y a aussi le fait que les acteurs politiques peuvent avoir des intentions pour eux-mêmes qui diffèrent de ce que tu pourrais définir comme le bien-être dans l'agrégat. Donc, il y a deux niveaux d'arguments. Puis ça, la version de Frank, c'est la version généreuse qu'il vient de faire. C'est de dire, on va présumer que les politiciens, c'est des anges. Est-ce qu'ils sont capables est-ce que ce sont des anges brillants? C'est ça. Que ce sont des anges, que ce sont des anges brillants et bien intentionnés. Même s'ils sont des anges brillants intentionnés, ils ne sont pas omnipotents. Même sans rentrer dans la bonne intention, c'est parce que la référence que je fais sans la nommer, mais là, je vais la nommer, c'est que dans le système socialiste étatique, là, dans le système qu'il y a eu en URSS, mais un peu partout, tu avais dans la doctrine le concept de l'avant-garde éclairée du prolétariat, là, ou aussi appelé politburo. Ben, ce politburo-là, l'idée, c'était de prendre des gens excessivement brillants. Ça, dans tous les régimes un peu autoritaires, étatiques, ça a été fait. Quand ils ont passé les dirigeants nazis au tribunal de Nuremberg, là, le plus cave de la gang avait 120 de quotient intellectuel de mémoire. Mais est-ce que ça les a empêchés de faire des conneries? La réponse, c'est non. Parce que quand tu as un système autoritaire et étatique avec de la planification centrale, inévitablement, ça amène un jour ou l'autre à de la connerie pour les raisons que Vincent a nommées avant. Donc, c'était ça un peu l'idée. C'est que même si tu prends des gens ultra intelligents, tu leur dis, ben planifiez-nous ça, là, puis arrangez ça comme bon vous semble, ben ça amène à des affaires de même. Là, on va mettre un impôt sur des fenêtres, puis là, ben les gens... What could go wrong? Ben oui, les gens, ils peuvent pas enlever ça des fenêtres. Ah ouais, je peux pas enlever ma fenêtre. Just watch me. Ben écoute, il y en a tellement des histoires comme ça. Écoute, à un moment donné, il y a Reason Magazine fait ça. Ils font Episodes in Unintended Government Intervention. Puis c'est toutes des affaires comme, par exemple, le gouvernement donne des subventions pour attraper des rats dans une ville où il y a des infestations de rats. Fait qu'est-ce qui se passe? Mais il y a des gens qui se mettent à élever des rats pour ensuite les amener pour la subvention. Des affaires comme ça. Mais tu vois que les riches ne modifieront pas leur comportement selon Manon puis GND. Non, mais c'est vraiment... En tout cas, pour revenir à ça, c'est pas de l'évasion fiscale de faire de la planification. Puis ce qu'on disait au début, c'est que augmenter les taux sur les plus riches, tout ce que tu vas faire au net, c'est te priver de l'activité économique qui vient avec eux, puis tu n'augmenteras pas les revenus au net tant que ça. Tu vas peut-être même avoir des effets négatifs. Attends un peu, là. Tu parles-tu vraiment de la courbe de l'affaire, là? Puis le trickle-down économie, là? Puis ça a tout démontré que c'est pas vrai, ça, là? Ouais, ben, ça dépend. Ça dépend où est-ce que tu es sur la courbe. Là. Si tu me dis que... Je ne suis pas convaincu qu'on est à droite du point, mais on est pas mal probablement au point maximum. Non, moi, je pense qu'on est au pic. Je pense que les fonctionnaires cherchent vraiment la manière la plus possible d'extraire le plus. Pas vrai, je serais pas surpris. Quand Trudeau a mis sa taxe en 2016, là, dès l'année 2017, tu as des articles de journaux qui montrent qu'ils ont récolté moins d'impôts qu'ils étaient censés. Mais le point auquel tu restes à un équilibre, ça ne veut pas dire que tu sais comment te déplacer davantage. Puis tu peux le faire aussi politique pour d'autres raisons. Parce que le point que les gens ne comprennent pas, c'est qu'il existe en fait 3 courbes de l'affaire qui ont la petite shape où est-ce que si tu augmentes les taux, il va y avoir quelque chose d'autre qui se passe. Il y a le rendement politique d'augmenter les taux.
Puis ça peut avoir un point différent que le rendement en termes de revenus de l'État, qui peut être lui aussi différent du rendement en termes de croissance économique. Parce que c'est tout à fait possible que, disons, le taux qui maximise les revenus de l'État, c'est, disons, 37 %. Je donne un chiffre au hasard. Mais que le taux qui maximiserait la croissance économique, c'est 22 %. Puis le taux qui maximise pour le politicien, c'est 90 92 %, exactement. Bien, l'idée, c'est que les gens ne comprennent pas, c'est que quand tu fais la discussion sur ça, il y a plusieurs variables qui peuvent bouger en même temps quand tu changes le taux d'impôt. Donc, la personne peut se déplacer dans un autre district. La personne peut faire ce qu'on appelle du bunching. C'est-à-dire que tu décides, si mettons que je suis comme 20 ou 300 $, disons, juste au-dessus du seuil marginal, bien, ça ne me coûtera pas tant que ça de réduire mon travail. On dit du quiet quitting, Vincent, maintenant. Whatever. Bunching. Parce que quiet quitting. C'est TikTok qui décide nos vies. OK, garde. TikTok. OK, garde. TikTok. Journal of Political Economy. OK? Top 5. Quiet quitting. Écoute. Sérieusement, moi, écoute, moi, dans ce qu'on appelle des sources crédibles, parce que tu sais, quand les journalistes. Je t'ai-tu déjà dit, il y a un journaliste qui me demandait à un moment donné dans une entrevue, il dit quels journaux vous lisez? Puis j'avais dit Journal of Political Economy, American Economic Review, Journal of Economic History. Là, il était là. Non, je parle de journaux. Je dis c'est ça. C'est ça que je lis. Puis il ne comprenait pas qu'est-ce que je voulais. Je disais que je lis pas des newspapers. Là, que j'étais, non, je lis pas ça. Je vais lire des articles scientifiques parce que j'apprends des choses. Mais en parlant de sources crédibles, là, à tout seigneur, tout honneur, quand même, Gabriel s'explique dans sa proposition. Non. Là, Yann, non. Yann, t'es pas fin. Tu as juste pris le début de la patente. Il y a une suite. J'ai juste trollé. Okay. Ouais, mais là, t'as peu. Résultat des courses. Ça, là, je cite Gabriel Nadeau-Dubois. 95 % des Québécois ne paieront rien de plus. Le 5 % le plus riche devra payer un peu plus. Ce n'est pas un impôt sur les riches, c'est un impôt sur les ultra-riches. Ce n'est pas grand-chose pour eux, mais pour la société, pour nos écoles, pour nos hôpitaux, puis regarde, pourquoi on ne soigne pas le climat là-dedans et notre planète, écoute, ça va faire toute la différence. Frank, quand le mot ultra riche ou quelque chose comme ça va apparaître, tu veux-tu sortir la musique de fond de Scooby-Doo? Tu sais, comme la musique mystère dans Scooby-Doo, tu sais, comme il y a quelque chose de malicieux qui se produit. Parce que ces gens-là, ils disent j'imagine, mais les gens parlent de ultra riches ou des super riches ou des méga riches. Tous ces termes-là, c'est des termes politiques qui cherchent à obfusquer davantage que de clarifier. C'est populiste. Ouais. Et moi, oui, puis d'ailleurs, oui, c'est du populisme. Tu sais, l'autre jour, on a eu cette exacte conversation-là, puis on ne l'a jamais faite en personne ici dans le chat. Et moi, le populisme, je trouve ça méprisable à 100%. Parce que ça veut dire que plus tu as de populisme, plus ça veut dire que la politique devient importante dans la vie des gens pour déterminer les décisions. Puis que là, tu dois faire à des appels à l'émotion, à l'émotif, pour réussir à faire avancer ton point de vue. La réalité, c'est que si tu as plus de populisme, ça veut dire que tu as un système qui est institutionnellement sclérosé, qui mène à des dérives idéologiques, des dérives partisanes extrêmes. Puis là, tu es obligé d'utiliser du populisme pour essayer de changer un peu l'équilibre dans le jeu. Mais moi, quand je vois ça, c'est le symptôme d'une maladie plus sérieuse. Le fait qu'il existe un Éric Duhem, c'est... il dit, moi, je préfère... Tu l'as dit 200 fois. Là, Non, mais... C'est le symptôme du fait qu'il existe une autre frange de gens qui sont eux aussi des populistes, mais qui ne le disent pas comme ça. Puis qu'après ça, tu en as un autre qui essaie juste de contrebalancer contre eux. Mais en réalité, moi, subtilement, je ne vois aucune différence en termes de contenu, de profondeur, puis de rigueur intellectuelle entre GND et Éric Duhem. Non, c'est pas vrai, Vincent. Ça, c'est malhonnête, en c'est malhonnête. Tu connais Éric, là, arrête. Là. Il a lu en masse, puis c'est pas... Gabriel Nadeau-Dubois aussi, il a lu, ça ne veut pas dire qu'il a compris. Ben, c'est ça, mais Eric a compris. Come on, là. J'ai encore des doutes. Bon, arrête. Tu le connais bien, là. Je le connais, mais c'est un politicien. Par définition, j'y mets un taux d'escompte de 90%. Fair enough. Là-dessus, j'embarque avec toi, puis je le sais qu'Éric va aller dans le populisme. Je sais qu'il va... Mais je dis,
connais le gars aussi, là. Tu sais ce qu'il pense, puis il n'a pas dévié beaucoup dans Mais la fin, c'est qu'on tête. s'obstine. Quand on s'obstine sur des affaires de même, c'est parce qu'on a tout un peu notre propre définition de ce que c'est que du populisme. Puis c'est pour ça qu'on s'obstine autour de ça. C'est parce que moi, le populisme, j'ai jamais vu ça comme étant quelque chose de mal. C'est juste ce qui me fait rire, c'est qu'ils sont jamais accusés d'être populistes de leur part. Non, mais c'est parce que le double standard. Il y a une définition du populisme que certains prennent qui, effectivement, à mon avis, n'a pas de valeur positive. C'est qu'en général, quand tu dis que quelqu'un est populiste, c'est qu'il n'appartient pas au peuple, il fait partie de l'élite et qu'il volontairement s'abaisse au niveau du peuple de manière méprisante. Oui, c'est de manière méprisante. Le classique. Mais une des accusations de ça, qui, à mon avis, est plus valide, c'est Boris Johnson. Boris Johnson, en réalité, fait partie de l'élite britannique. C'est un gars qui vient de bonne famille, qui a étudié dans les meilleures écoles, il a écrit des livres, des biographies, des affaires. En réalité, c'est un gars très brillant qui fait semblant d'être con. Ça, c'est une forme de populisme. Par contre, si tu viens du peuple toi-même, et que tu parles pour lui, en réalité, tu en fais partie. Donc, c'est pas vraiment du populisme au sens où je l'ai dit avant. Ça dépend comment tu comprends le concept. Un autre point que je voulais amener par rapport à ça, c'est surtout peut-être plus sur leur wealth tax de leur côté. Là. Si tu vaux plus qu'1 million, on va te taxer sur ce wealth-là. J'ai vu, je sais pas pourquoi, c'est peut-être parce que j'ai parlé de ça hier, mais YouTube m'a proposé une vidéo de Business Insider ou du Financial Times par rapport à ça. Tu vois, les d'algorithmes, ils nous fournissent plein de stocks par rapport à des choses qu'on check de temps en temps. Mais ça parlait de la wealth tax, comment c'était une bonne idée, tout ça. C'est quand même assez présentement dans les milieux branchés économiques de parler de wealth tax. Mais moi, ce que je vois tout le temps là-dedans, c'est une mécompréhension de c'est quoi réellement une personne riche ou un entrepreneur riche, parce que, regarde, moi, il n'y en a pas de cachette, là. Je suis directement visé par les conneries à Gabriel Nadeau-Dubois. Fair enough, je vis bien avec. L'affaire, c'est que j'ai pas $1 million dans mon compte de banque, là. Si tu me demandes d'avoir une taxe parce que mes actifs personnels dépassent cette valeur-là, il va falloir que je fasse de quoi pour aller la chercher. Mais cet argent-là n'est pas dans un compte de banque. Je ne suis pas Picsou, tabarnak, en train d'aller nager dans mon cash le soir, puis là, tu en veux une partie, puis là, je te la donne avec réluctance. Cet argent-là est investi à quelque part. S'il n'est pas investi dans des produits financiers, il est investi dans une entreprise, il y a des dettes à payer dans ces entreprises-là, il y a des actifs immobiliers également. Fait que, tu sais, à un moment donné, si le gouvernement est tellement pressé d'avoir son argent, puis il veut l'avoir tout de suite, puis on veut y en envoyer tout de suite, mais c'est de l'argent qui est aussi non investi. Le coût de la taxe, c'est pas juste de baisser ma richesse, c'est aussi de baisser mon potentiel de croissance de cette richesse-là dans le futur. Parce que j'ai des employés, j'ai des entreprises, j'ai des actifs immobiliers. Si tu m'enlèves de l'argent très rapidement dans la croissance de ces actifs-là, puis je pense qu'on est capable d'avoir du succès parce que le passé démontre un certain succès, bien, je vais en avoir moins dans le futur, mais tu vas pouvoir moins me taxer aussi dans le futur. Ah, mais il y a un problème bien plus pratique que ça avec les taxes sur la richesse. Le problème, c'est que la plupart des richesses, ce n'est pas des richesses réalisées. C'est pas des richesses liquides non plus. Non, mais mettons, ils ne sont pas liquides et ne sont pas réalisées. Effectivement, ils sont sur papier. Part, mais là, après ça, c'est comment tu vas évaluer. Puis non seulement ça, mais OK, comment tu évalues quelque chose qui n'a pas encore été réalisé? Comment tu fais? La personne décide de vendre un actif quand il est à sa valeur la plus élevée possible ou quand il en a absolument besoin. Mais là, comment tu fais pour évaluer c'est quoi exactement? Parce que, mon actif le plus grand dans mes affaires personnelles, tu sais, je suis ouvert, transparent par rapport aux finances. Mon actif le plus élevé de tout ce que je possède, c'est la valeur de ma clientèle. Ouais, Non, mais c'est ça. Oui, je sais, mais ça démontre ton point. Là, tu veux taxer la valeur de ma clientèle. Crime, comment je fais pour te payer? Je veux dire, il faut que je vende ma clientèle. Pour avoir accès à cet argent-là, il faut que je la vende. Mais il y a d'autres affaires. Qu'est-ce qui arrive si, disons, l'année prochaine, ma richesse tombe? Est-ce que tu vas me donner un rabais d'impôt? Est-ce que tu vas me rembourser? Ton exemple est excellent. Non, mais il a raison, parce que l'année prochaine, moi, mettons, les marchés s'effondrent de 20 %. Okay? Ça arrive, ça, des années. Mais la valeur de ma clientèle, elle vient de dropper de 20 %. J'ai-tu un rabais sur ce que j'ai payé l'année d'avant? C'est une bonne question. C'est une bonne question. C'est vrai que la réponse, c'est non. Ben oui, c'est pour ça que les économistes, quand tu regardes, tu as des économistes qui vont défendre une wealth tax. Et tous les modèles qui font ça sont basés avec des hypothèses sur la valeur sociale de la redistribution. Okay?
généralement, ils vont toujours avoir quelque chose à propos de ça. Mais quand tu regardes uniquement sur si tu essaies de maximiser, c'est la croissance économique, c'est beaucoup mieux de taxer le revenu que de taxer la richesse. Tout simplement parce que, c'est plus facile à calculer. C'est plus facile à calculer. Tu as moins besoin d'une bureaucratie importante pour le faire, puis une bureaucratie, ça a des coûts. Mais la deuxième raison... les challenges en cours que tu aurais à calculer, ah non, ça vaut aussi, ça vaut pas ça. On n'a pas fini. Par exemple, c'était une des raisons que la France avait abandonné sa taxe sur la richesse qu'elle avait. Elle avait une forme de wealth tax qui était un petit peu plus extrême dans... Je me souviens plus quand, mais un de mes collègues a étudié justement... C'est là que Depardieu est parti en Russie, genre? Hein? Ben, maintenant, il avait monté un taux à 70%, puis Depardieu... Non, mais ça, je pense que tu penses à des taxes sur le revenu. C'était sur le revenu. Celui que j'ai en tête, c'est vraiment une taxe sur les actifs financiers que les gens avaient. Et le résultat, c'est que ça avait été ça avait été ingérable. C'est pas gérable. Mais l'autre aspect aussi, c'est que c'est pas important quand est-ce que c'est quoi la valeur d'un actif présentement. Ce qui compte, c'est le revenu, c'est la valeur réalisée lors de la vente. Donc, économiquement, lorsque ça devient un revenu. C'est juste ça qui compte. Puis non seulement ça, mais tu ne devrais même pas taxer les revenus, tu devrais taxer, si tu prends vraiment le textbook case, tu devrais taxer uniquement la consommation, parce que ce que tu fais dans ce cas-là, c'est que tu taxes aussi indirectement. Quand tu taxes la consommation, tu taxes aussi tu taxes indirectement. Ce qui est utilisé réellement. Ce qui est utilisé réellement, mais aussi comment la personne s'attend à ce que son flot de revenus va être dans une vie. Parce que si mettons... il n'est pas utilisé, il est investi. C'est pas mauvais d'avoir des investissements. C'est tout le temps vu de même. Ouais, faut aller taxer ça parce que... C'est du capitalisme, ça. Mais c'est ça, mais d'un point de vue... Tout est basé sur ces investissements-là. Ouais. Il n'y a pas d'actifs immobiliers sans investissement. Il n'y a pas d'action d'entreprise. Il n'y a pas d'endettement. Tout ce qui fonctionne dans notre système financier, là, sans des investissements, ça n'existe pas. Ouais. Mais je l'ai déjà dit dans le podcast, là, mais je vais le redire encore, d'un point de vue plus fondamental que ça encore, là, vraiment, vraiment au bas de la base. Là. Pour ces gens-là et pour beaucoup de personnes, l'argent, c'est pas un moyen d'échange qui est le résultat du fruit de votre travail, de vos investissements. C'est de l'exploitation. Non, c'est plus profond que ça encore. L'argent appartient à l'État. Et le privilège qu'on te donne, c'est de t'en laisser un peu. Regarde les phrases qui sont utilisées. Non, mais je te le dis. Oui, mais je te le dis. Regarde les phrases qui sont utilisées. Qui a besoin de ça? 10 000 $. Ouais, mais c'est pas une question de besoin, c'est à moi. Non, c'est pas à toi, c'est ta juste part. Ça nous est dû. Mais en quel honneur que ça vous est dû, ce truc-là? Oui, mais t'en as pas besoin. Et regarde les phrases qui sont utilisées. T'as raison. Quand quelqu'un parle de baisse d'impôts, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire l'État se prive de. Oui, mais c'est pas à lui, c'est à moi. T'as raison. Donc, il a raison, hein? C'est un truc qui est beaucoup plus fondamental que ce qu'on jase depuis le début. C'est une conception. C'est vraiment une conception fondamentale de la richesse. Que pour eux, l'argent qui est en circulation, en réalité, appartient à la communauté. Et t'es chanceux parce qu'on t'en laisse un peu. May it please the court, I would like to keep some of the things I have earned this year. Mais puis c'est quoi? Mettons, j'arrive, là. Demain matin, tu veux avoir une partie de la fortune. Parfait. Tu penses vraiment que je vais continuer à développer mes entreprises? Hey, ça se peut que j'aille m'écrisser sur le pouf les deux pieds. Là. Ça peut être correct aussi. Là. Si tu veux tout avoir, tout ce que je développe, parce qu'apparemment, ça ne sert à rien d'avoir un 10 000 $ par mois, par exemple. Là, ça n'a pas de bon sens de n'avoir autant. Parfait, ne me dérange pas. Il faut tout qu'on vive au même niveau. Pas de problème. Dans quel espoir t'espères que je continue à investir et développer des entreprises dans ce contexte-là? Je veux dire, Chris, je ne suis pas innocent à temps plein. Là. Ben non, c'est clair. À partiel. Juste à temps partiel. Mais une autre chose, moi, qui me gosse énormément là-dedans, je reviens pour terminer aux explications de Gabriel. Moi, ça, c'est une affaire qui me tombe sur les nerfs. Je le sais que ça se fait autant à gauche qu'à droite, peu importe. C'est ce genre de phrase-là. L'Espagne, la Suisse et la Norvège le font. On peut le faire au Québec. Et ça, c'est un... Attends. L'Espagne, qui est un pays pas super riche. La Suède... La Suisse et la Norvège. OK. La Norvège, le pays qui, juste avec son Wealth Fund, le 10% de rendement, c'est le budget du Québec au complet pour la même quantité de personnes. Là.
Oui, genre. Mais moi, ce que j'aime Pour pas avoir avec exploité leurs ressources naturelles comme le pétrole. Ouais, mais moi, ce que j'aime pas. L'affaire de la Suisse, je suis pas convaincu. Il y a quelque chose qui. Mais juste dire de quoi par rapport à ça. Moi, ce que j'aime pas, puis je dis pas qu'on peut pas faire de comparaison, mais je sais que ces trucs-là sont utilisés comme argument d'autorité parce que dans une conversation, mettons que tu parles avec quelqu'un, puis tu arrives, tu y sors ton idée. L'idée paraît un peu saugrenue, mais dans le détour de la conversation, tu lui dis, mais écoute, ça a été fait en Allemagne dans les années 80 et ça a donné d'excellents résultats. Personne n'a les connaissances générales assez développées pour faire oui, un peu, c'est vrai. En 1980, tel chancelier avait fait. Donc, ils utilisent ça, pareil comme dans les affaires de taxes sur si. Ouais, mais la France le fait. Oui, mais tu sais, les affaires, on entendait ça dans le temps du GAFA, là, puis il y a autre patente. Là, ah oui, mais la France le fait. Ah, mais tel autre pays le fait. La Chine le fait en telle année. Puis là, t'es comme, OK, mais c'est utilisé comme argument d'autorité, ça, pour couper la discussion parce que ça nécessite que tu arrêtes de parler et que tu fasses OK, t'as peu. Je vais faire ce que Vincent est en train de faire. Je vais aller voir si c'est vrai que l'Espagne a telle affaire et comment ça se passe. Ça a-tu été. Puis là, finalement, à chaque fois que tu vas voir dans le détail, tu te rends compte que, ouais, c'est pas tout à fait ça. Et aussi qu'ils ont d'autres dispositions, mettons, dans leur fiscalité qui n'est pas pareil ou pas compatible avec la nôtre, ce qui fait que c'est quand même dur à comparer. Tu sais, one-on-one, tu te dis, OK, mettons, il y a une taxe de temps en France, je peux l'amener chez nous. Ouais, mais eux, ils n'ont pas tel système que nous autres. Les Espagnols sont entourés de socialistes. Je veux dire, ils compétitionnent avec des socialistes. Je veux dire, nous autres, je t'annonce de quoi, là? Donc, le Sam est juste au sud de la frontière. Écoute, tu vois que c'est de la malhonnêteté. Fait que j'ai écrit Switzerland Wealth Tax, OK? Parce que c'est l'exemple que lui a dit. Voici le premier article que j'ai trouvé qui est sorti par Center for Economic Progress. Qui est, fait que toi, tu prends pas Google pour trouver des Google scolaire. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'il l'aurait dit, mais en tout cas. Voici le abstract de l'étude. Je vais l'envoyer à Frank dans le chat. Écoute, sa carrière est en train de se terminer très, très vite. OK. Fait, behavioral response to wealth taxes evidence from Switzerland. We study our reported wealth response to changes in wealth tax rate, exploiting rich international variation in Switzerland, blah, 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 blah. We find a 1 percentage point drop in the wealth tax raises reported wealth by 43% after 6 years. Tu réduis le taux de taxe de 1 point de pourcentage, tu augmentes la richesse d'à peu près de moitié après 6 ans. Tu vas-tu me dire que les gens, ils ne répondent pas? Je m'excuse, 1 point pour 43. Ça, c'est toute une élasticité. Ça veut dire que les gens peuvent déplacer leurs actifs, puis tu penses que ça ne va pas avoir d'effet sur les revenus, puis que ça va tout collecter, puis que c'est une réussite, ça? T'es-tu vraiment en train de me dire que tu penses que ça, c'est un exemple que tu veux citer? Je pense pas que tu devrais citer ça. Ça admet, genre, pas mal dans le point que non, les gens, ils ont déplacé beaucoup de richesses, beaucoup de capital qui n'était plus disponible pour des investissements par la suite. Puis quand tu l'as enlevé, ben, les investissements ont pu revenir. Mais tu sais comment ça se fait que... D'ailleurs, c'est fucking malhonnête comme argument. Hey, j'ai entendu dire qu'il y a une province qui interdit aux gens de couper leurs cheveux le dimanche. Puis ça, c'est la preuve qu'on peut le faire. Oui. Il y a des provinces où on interdit les gens, on interdit aux femmes de conduire. On leur interdit de conduire. C'est la preuve qu'on peut le faire. What a dumbass argument. Dumbest argument you can. La taxe, là, vite comme ça, quand tu tapes sur Google, c'est 0,13 à 0,94% sur la valeur des actifs que tu détiens, dépendant du canton ou de la municipalité de résidence. Ça a l'air compliqué que le calvaire. D'ailleurs, c'est Brian Braguet qui m'avait dit ça il y a une couple d'années, le grand économiste français. Très, très grand. Il n'est pas français, puis il n'est pas grand, mais il est suisse. Brian, à un moment donné, m'avait dit qu'il y a des cantons en Suisse, c'est pas une joke, les taux de taxation marginaux diminuent avec le revenu. C'est pas une joke. Ben, parce que tu peux attirer des gens riches. Fait que des cantons à haut niveau, des cantons particulièrement... Fait que c'est très décentralisé, la Suisse, de ce qu'on comprend quand même.
Oui, puis quand Brian me contait ça, je suis là, tu me niaises, là, je veux que tu me montres la preuve, mais il m'avait montré un tableau, j'oublie le nom du canton, mais je peux imaginer que c'est genre Gstaad, des endroits où est-ce qu'il y a du ski pour les gens riches, mais les taux baissaient au fur et à Regarde. mesure que tu n'es plus Je viens de riche. trouver un article. Comment je peux... 5 bonnes façons de réduire sa taxe sur la richesse en Suisse. Changer de municipalité ou de canton. Investir dans le real estate, domestic or foreign. Investment in units of collective investment schemes with direct real estate ownership. Fait que les financiers ont trouvé un moyen de crosser le système. Retirement savings, investment in securities or items with no market value. Fait qu'on peut penser probablement à des autos, par exemple. Des œuvres d'art. Des œuvres d'art, des choses comme ça. Ah, les gens adaptent leur comportement. Hey, puis après ça, tu penses que tu vas collecter les revenus que tu proposes? Sure. Continue. That is some good crack. That is some good crack cocaine, sir. Mais pour vrai, puis il y a un autre truc qui vaut la peine de mentionner sur les méchants qui font l'évasion. Ça fait plusieurs années, puis j'ai un article que j'essaie d'écrire depuis un moment. Puis j'ai peut-être trouvé il y a quelques semaines une manière de l'écrire. Le point que je fais souvent, c'est que tout le monde triche, le gouvernement. Tout ce qui change, c'est comment tu triches en fonction de ton revenu. Généralement, si tu es plus riche, tu peux effectivement déplacer des actifs à l'étranger. Mais tu es plus susceptible d'être sous enquête pour des enquêtes fiscales, etc. Oui. Tandis que des gens qui sont plus pauvres, à coût égal d'enquête, travaille au noir. Tu vas travailler au noir, puis tu vas déclarer tu vas gagner un petit revenu. Donc, pour un exemple typiquement montréalais ou typiquement québécois, des gens qui ont fait du déménagement le 1er juillet pour des chums qui ont pocketé un 200-300 $. Ce n'est pas un gros montant en soi, mais proportionnellement au revenu d'une personne, ça peut être 1 ou 2%. Et si tu tiens en compte de qui participe généralement dans l'économie black market, l'économie parallèle, l'économie souterraine, peu importe le nom que tu veux y donner, tu réalises que c'est généralement des gens à bas revenus. Ce qui veut dire, c'est que quand les riches vont cheat the government, ils vont tricher le gouvernement en faisant de la planification fiscale et même de l'évasion fiscale, donc littéralement de mentir sur un tax record ou de cacher des fonds à l'étranger. Des trucs vraiment, les Pandora, le cliché. Mais les gens en bas vont tricher d'une autre manière. C'est qu'ils vont faire des activités dont le revenu est beaucoup plus difficile à détecter, mais qu'en termes de proportion, au fur et à mesure que tu vas dans l'échelle de revenus, ils ne changent pas. Ça veut dire que je suis pas mal convaincu que si on pouvait tenir compte de tous les types de tricheries, tout le monde triche, disons, à hauteur de 10% de leur revenu, mettons, en moyenne. Ah oui, fair enough. Écoute, je suis un des seuls arbitres au hockey et au baseball à déclarer ses revenus. Pour exactement la raison que tu as citée toi-même. Je suis quand même un peu public, je le dis ouvertement que j'arbitre. Je sais que je suis taxé à 53% et plus 0,3% sur ces revenus-là, mais je les déclare parce que j'ai pas le goût d'avoir quelqu'un du fisc chez nous. Je sais que je suis pas obligé, j'ai pas de T4 pour ça. Fait que tout le monde n'a pas de T4 pour ça, mais moi, c'est probablement moi qui ai le plus gros taux d'impôt dans la gang d'arbitres avec qui que je suis, puis je suis le seul à les déclarer parce que je veux pas avoir le fisc à la maison. Puis sais-tu quoi? Je suis persuadé que quand quelqu'un du fisc va s'asseoir pour checker mes affaires, ben Chris, il va penser que je cache des revenus pareils d'arbitrage. Je suis sûr, hostie. Gang de sur ça, Yann doit y aller. Fait qu'on va continuer. Le podcast va s'améliorer. Je suis rendu imperméable à tes insultes. C'est correct, c'est ça qui devrait se passer. Salut. Je regardais pendant que Yann racontait son histoire sur l'Espagne. Ça a l'air d'un méchant shit show. Là, parce qu'il y a effectivement un impôt sur le patrimoine en Espagne, mais il y a toutes sortes de dispositifs qui permettent un peu de l'éviter. Entre autres, si tu possèdes des bâtiments qui ont une valeur patrimoniale. On s'entend que dans des vieux pays européens, des bâtiments à valeur patrimoniale, il doit y en avoir quand même plusieurs. Et bref, il y a toute une affaire. Il y a aussi des villes, apparemment, qui ont arrêté de le percevoir
en émettant des exemptions. Fait que là, je trouvais un article qui disait qu'il y avait de plus en plus de gens qui allaient vivre à Madrid parce qu'entre autres, ce serait une des villes qui a arrêté de percevoir cet impôt-là sur les biens. Fait que là, les gens quittent Valence, par exemple, pour aller vivre à Madrid. Bref, ça a vraiment l'air d'une belle affaire. Ça a vraiment, vraiment l'air d'un beau modèle. Ah, écoute, mais ça, là, j'ai toujours haï cette ligne-là. Je reviens là-dessus, mais la ligne de « Ah, ils l'ont fait ailleurs ». Oui, l'Arabie Saoudite interdit aux femmes de conduire. Il y a des pays qui empêchent aux filles d'aller à l'école. C'est pas parce que quelqu'un le fait que c'est une bonne idée. Même matin, si l'État décidait, ben, on a nationalisé, je sais pas, on a nationalisé les épiceries. L'URSS le fait. OK, effectivement, ils l'ont fait. Ben oui, puis il n'y avait rien. Si tu arrives avec un statement comme lui fait, je le répète, ce n'est pas grand-chose pour eux, mais ça fait en parlant des riches, ça fait toute la différence pour la société, pour nos écoles, nos hôpitaux. Et là, il dit, l'Espagne, la Suisse, la Norvège l'ont fait. J'aimerais ça qu'on aille en Espagne. Si tu me dis ça, ça veut dire que si je vais en Espagne, les hôpitaux, les écoles, c'est tout top-notch. Ah, écoute, non seulement ça, mais l'Espagne, c'est pas... je veux pas être bien plate, mais c'est pas un pays riche, là. C'est riche dans... Oui, ils ont passé 50 ans sous dictature aussi, on peut-tu le dire. C'est pas nécessairement une place qui est un modèle de démocratie. Oui, puis ça a laissé des cicatrices, hein, cette affaire-là. Ben oui. Les gens oublient, mais ça a eu vraiment... En fait, historiquement, l'Espagne a vraiment des mauvaises institutions. Quand tu fais les trucs en histoire économique sur l'Espagne, puis tu suis, disons, l'Espagne depuis l'or, depuis les grands flots d'or, de métaux précieux du Nouveau Monde, en fait, ce qu'on a réalisé, c'est qu'en fait, il y a des gens qui appellent ça vraiment le mal hollandais, là, il y a quelques années, on parlait pour dire que le pétrole albertain était la cause de la pauvreté du Québec depuis plusieurs années parce que ça faisait augmenter le taux de change artificiellement et l'effet, c'était contre les exportateurs québécois. Argument qui ne tenait pas du tout la route, là. Mais l'origine de ce type d'argument-là, c'est ce qu'on appelle le mal hollandais. C'est quand tu as une ressource naturelle particulière, ça a ça a des effets inattendus qui affectent la croissance économique. Un des mécanismes proposés, c'est que si tu es parti sur une ressource rare, en grande demande internationale, puis tu as contrôle dessus, disons, l'effet qu'il y a, c'est que ça réduit la qualité de tes institutions. Donc, tu n'investis plus dans des droits de propriété, tu ne fais plus de système de police, tu fais juste prendre cette grande richesse-là, puis tu la redistribues à des acteurs. Mais dès que cette richesse-là disparaît, ben, tu t'es retrouvé avec une sclérose institutionnelle et tu t'appauvris. L'argument qui est fait, c'est que ça, c'est ce qui s'est passé à l'Espagne à partir du 15e, puis de la fin du 15e, puis le début du 16e siècle. Il y a bien du monde qui travaille là-dessus. Donc, le resource curse, ça s'appelle. Puis ça a vraiment un effet pervers dans le long terme. Mais une fois que tu as dit ça, l'Espagne a toujours eu ce problème-là. Puis c'est un pays qui est très pauvre. Et c'est aussi un pays qui est quand même, en plus d'être pauvre, est relativement inégalitaire. Alors que tu as des sociétés beaucoup plus riches qui, OK, ont peut-être des niveaux d'inégalité comparables ou plus supérieurs, mais dans lequel le sort du bas 10, 15, 20, 30% de la population est massivement supérieur à celui de l'Espagne. Et l'idée ici, c'est que ce qui compte au final, c'est pas tant la distribution de la richesse ou des revenus à brûle-pourpoint. Ce qui compte, c'est la distribution conditionnelle au cadre institutionnel. Donc, tu ne t'es pas enrichi en ayant volé quelqu'un ou en ayant eu un privilège conféré par le roi ou par la reine, que tu t'es enrichi vraiment en produisant un service et qu'en ce faisant, tu as augmenté le revenu des autres. Il y a des sociétés qui ont des inégalités très élevées, mais qui, économiquement libres, tolèrent ces inégalités-là parce que tout le monde continue de grimper, tout le monde continue de gagner au change. Puis ça te montre que les gens qui ont cette espèce de focus-là sur les riches, dans l'idée que il faut les taxer pour prendre à eux parce que c'est pas juste, ça ne répond pas à la question fondamentale, c'est pas juste pourquoi. S'ils disent, ben c'est parce qu'eux, ils ont du pouvoir sur le politique parce qu'ils sont riches. D'accord, mais as-tu pensé aussi interdire aux politiques de donner des traitements de faveur?
La raison que les riches dépensent de l'argent dans le jeu politique, peux-tu penser que c'est parce que le politique leur offre la chance de dire « Ah, tu m'offres $1 million pour ma campagne électorale et tout ce que j'ai à faire, c'est quand j'arrive au Congrès ou au Parlement, je vote pour telle mesure, puis que ça me rend plus riche, moi. » Ben oui, je vais te donner $1 million, mon petit candidat. Ben oui, va faire campagne, mon beau. Hey, ça me coûte juste $1 million pour que tu fasses. Go for it, man. Ça, c'est une inégalité qui est problématique, mais ces gens-là, ils n'ont pas la capacité de comme faire des affirmations conditionnelles. Ils ont vraiment un mindset ultra simplet, à la limite, pas juste simpliste, à la limite simplet de c'est quoi la richesse, la pauvreté, les inégalités. Puis tout ça, ça se mélange dans leur raisonnement, puis il y a des erreurs des erreurs de conclusion qui sont faites qui peuvent être dramatiques en termes de bien-être pour la personne médiane, la personne pauvre, la personne riche, peuvent être super problématiques. Non, c'est clair. C'est pendant que tu parlais, au début, je suis allé voir, puis tu as d'autres articles dans le même journal en plus qui ont été faits justement sur les impacts de la réintroduction de la wealth tax en Espagne. Parce que ce que j'ai compris, c'est que ça a été réintroduit en 2011, si je ne me trompe pas, alors qu'avant, ça avait été enlevé. Et bref, de ce que je comprends, ça nous amène un peu au même genre de conclusion que pour la Suisse. Là. On pourrait faire le test aussi pour d'autres pays. Là. Mais en tout cas, j'ai un peu de misère à comprendre comment ils peuvent utiliser ces... j'ai de la misère à comprendre un peu comment ils peuvent utiliser ces justificatifs-là. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure, moi, ça m'énerve, ce genre de truc-là. C'est on prend un pays, on prend 2-3 pays quelque part qui font ce qu'on veut, puis on dit, regardez, eux, ils l'ont fait, ça a été génial. Mais là, tu sais, qui va aller vérifier là, nécessairement là-dedans? Puis est-ce qu'il y a des fact-check? Tu sais, tu parlais avant qu'on commence le podcast là, du fact-checking. On pourra peut-être en parler dans la partie Patreon, là, puis on s'en va vers là tranquillement. Là. Mais il n'y a pas personne à ma connaissance qui est allé fact-checker le truc de GND en disant, ouais, on a consulté quelques études, puis c'est pas tout à fait ce que vous dites. Hein. En réalité, là, nous autres, on le fait aujourd'hui dans le podcast, mais ça ne sera pas fait. Là. Ça nécessite du travail, puis ça nécessite plus que juste aller comme ça vérifier. Mais ils le savent, les politiciens, ils le savent. C'est pour ça qu'ils disent, quand ils arrivent avec une idée... Je t'ai déjà dit que je ne pense pas qu'ils le savent. Non, mais je pense qu'ils savent que c'est un argument d'autorité. C'est ça que je veux dire. Ah oui, OK. Ils savent le gars, il sait que s'il dit la même chose, sans rajouter la phrase « ça a été fait », puis là, il nomme 3-4 pays, il sait que c'est plus facilement attaquable. S'il arrive et il dit « ça a été fait à telle place, telle place, telle place », là, les gens font « ah ouais, ben, ils ont l'air d'avoir étudié ça un peu, là », alors qu'en réalité, peut-être qu'ils n'ont pas travaillé fort. Ouais. Écoute, il y a plusieurs affaires que tu as dit, puis là, j'essaie de choisir laquelle j'aimerais le plus répondre. La première, écoute, je t'ai envoyé un lien, je vais y aller avec la première qui m'est venue en tête. Quand tu parlais de comment ça. Pourquoi, tu sais, qu'il y a des endroits qui l'ont remis, qui l'avaient avant, qui l'ont abandonné, qui l'ont ramené. Bien, j'ai été voir, puis j'ai cherché, parce qu'il y a un gros débat en sciences politiques, puis en histoire économique, c'est qu'est-ce qui mène à l'émergence des premières grandes taxes, des taxes sur le revenu, des taxes sur la richesse? Puis une des hypothèses qu'il y a, c'est par exemple que la démocratisation mène à ça, parce qu'avant, tu avais, disons, c'était du vote censitaire, donc les gens riches votaient, tu avais des qualifications sur la base de la propriété détenue, donc là, tu pouvais voter. Donc, des gens qui détenaient de la propriété étaient très peu susceptibles de voter pour taxer cette propriété-là. On découvre qu'il n'y a pas vraiment de lien avec la démocratisation, en fait, que c'était une hypothèse qui existait, qui avait l'air plausible pendant longtemps, mais que finalement, non, il n'y a pas l'air d'avoir... Les démocraties ne sont pas plus ou moins susceptibles d'adopter une taxe sur la richesse ou une taxe sur le revenu éventuellement. Par contre, puis là, c'est l'article que je viens de t'envoyer, je voulais voir, tu sais, qu'est-ce qui se... Parce que ça fait comme peut-être 5-6 ans que je n'ai pas revisité cette littérature-là. Mais il y a un article qui est comme super récent qui regarde qu'est-ce qui détermine. Puis il y a une phrase qui dit « Utilizing event history analysis, we compare two major types of war, two major types of shocks, wars and recession,
Our results showed that wealth taxes were primarily introduced in the aftermath of major economic recession, whilst wars do not speed up the uptake of wealth taxes. In contrast to other modern tax introduction, we do not find that countries are more likely to introduce taxes as a result of broader societal change, such as modernization or democratization. Fait qu'il y a un bout d'effet Ratchet là-dedans, c'est ça qu'on... Ben, c'est ça. Moi, je pense que ce qui se passe, c'est que dans ce qu'il dit, c'est pourquoi l'Espagne a adopté ça. Si on en regarde l'année, tu disais que c'était 2011? Oui, je pense que c'est 2011. Ben, 2011, c'était au milieu de la période de contraction qui continue en Espagne suite à la grande récession, d'une part, mais aussi suite aux difficultés d'ajustement budgétaire, à la crise fiscale. La crise de la dette de la Grèce à l'époque, puis tout, là, ça Exactement. rase pas mal. Là. Exactement. Fait que là, tu peux dire que, OK, c'est peut-être pas pour des raisons économiques qu'ils l'ont adopté, c'était pour des raisons politiques. Parce que le politicien était dans une situation où il y a une récession, je peux très bien imaginer que la grogne augmente, que les gens sont fâchés à l'égard de quelque chose, et que là, le politicien, même s'il est conscient que c'est peut-être pas la meilleure idée, réalise qu'il y a du capital politique à faire, développe cette mesure-là dans une période de détresse. Mais tu sais, ça revient à ce que je disais tantôt. Le populisme, c'est pas une bonne chose. C'est de faire proie sur les gens au lieu de leur expliquer c'est quoi qui est pertinent si on veut un meilleur sort, c'est-à-dire des règles du jeu qui sont claires, qu'on ne veut pas les meilleurs politiciens, on veut les meilleures institutions qui font en sorte que même les pires politiciens doivent bien se comporter, qu'on met notre confiance dans les règles du jeu, pas dans les joueurs. Puis ça, c'est beaucoup plus de pédagogie, puis c'est bien plate, puis ça nécessite un peu d'élitisme par défaut, parce que être populiste, c'est bien des fois, puis être élitiste, c'est méchant. Je ne suis pas d'accord, je pense que je suis élitiste. De la même manière, d'ailleurs, que je pense qu'un plombier a le droit d'être élitiste à propos de la plomberie. Il connaît quelque chose sur le sujet. Ouais.